OK. Le CELI en bourse, c'est une chose à faire, que Serge nous demande? Écoute, ça dépend tout le temps de dans quoi tu investis. Fait que ça veut dire que si tu investis dans des, on va dire, des bons produits de placement, comme par exemple des FNB indiciels ou des fonds communs bien gérés ou tout ça, ça peut être une bonne option d'en avoir dans ton CELI. Parce que le CELI, dans le fond, c'est que tu vas faire de l'argent à long terme, tu sais, à l'abri de l'impôt. Fait que c'est ultra puissant comme véhicule. Par contre, des fois, quand les gens ils regardent le CELI, ils regardent « Ah, c'est hot, je peux faire vraiment comme beaucoup d'argent, c'est tout à l'abri de l'impôt, c'est le fun. » Sauf que le problème que ça amène, c'est que les gens ils pensent pas à l'autre côté, si ça va mal. Fait que mettons que tu as mis 100 000 puis tu as tout mis ça dans des penny stocks puis des compagnies dans le but d'essayer de faire un gros profit. Le problème qui va arriver, c'est que si ça drop, ce qui va arriver la plupart du temps dans des penny stocks puis des compagnies de pas très bonne qualité, ben là, tu vas dropper. Fait que là, ton CELI, tu vas perdre l'avantage d'avoir pu faire fructifier ton argent à l'abri de l'impôt pendant longtemps, tu sais. Puis après ça, tu vas perdre aussi, tu sais, si tu fais, mettons, du trading dans le CELI, tu fais beaucoup de transactions, ben là, tu peux te faire checker par le gouvernement, puis là, le gouvernement pourrait décider de dire « Hey, c'est du revenu d'entreprise, ça. » Fait que de canceller ton avantage, là, dans le fond, sur le CELI. Fait que le CELI, je dirais, pour faire des investissements, on va dire, plus classiques, fait que FNB indiciel, des choses comme ça, super bon. Mais de spéculer puis de faire du trading ou de comme y aller vraiment dans des affaires fancy avec le CELI, c'est pas une bonne idée. Salut Michael, yes, ça va bien, merci. Dividende, si je prends un prêt-levier, je suis pas fan, j'ai abordé ce sujet-là plusieurs fois. Je trouve que c'est un petit peu overrated, ça s'adresse pas à tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut. Faut que tu comprennes bien ce que tu fais. Ça s'adresse à des gens qui comprennent ce qu'ils font, qui sont plus avancés. Il y a plusieurs choses à prendre en considération là-dedans pour dire que ça vaut la peine de faire un prêt levier. Faut que tu investisses majoritairement en actions, que tu sois en croissance, que tu comprennes bien ce que tu fais, parce que quand il y a un prêt, il y a une dette, donc il y a un risque. Fait que tu veux pas comme faire un prêt levier pour le fun. Là. Fait que moi, je trouve que des prêts leviers, pas trop souvent, puis si tu comprends vraiment bien ce que tu fais, puis il arrive, mettons, une grosse récession, puis là, le marché est planté de 40-50% comme en 2008, OK, un prêt levier peut peut-être être pertinent, mais sinon, je veux dire, reste qu'il y a un risque rattaché à ça, puis faut pas faire ça juste comme pour le fun. Hein. Fait que le prêt levier, je suis pas le plus grand fan, mettons. Après ça, je vais aller ici. Pas long, les questions sont en train de loader. Là. OK, je suis là. OK, bon. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, dividende, je prends un prêt-levier. Est-ce que tu vas faire un autre website? Ouais, peut-être c'est finances, ouais. Dans la vie d'un planificateur financier, mettons. Content de t'avoir en live, yes. Moi aussi, je suis content d'être là. Bitcoin hit, c'est quoi tu sais pas? OK. Ça, je suis pas. OK, je suis pas sûr. Ça pop. FNB à dividende pour rembourser un prêt-levier, une bonne chose à faire. Ouais, ben je t'ai répondu tantôt là, que le prêt-levier, je suis pas fan. Là, puis je veux dire à dividende, c'est parce que si tu as des dividendes, c'est que tu as des compagnies qui sont plus solides, mais peut-être que tu te prives en croissance. Fait que normalement, un FNB à dividende, avec un prêt-levier, le prêt-levier, normalement, ce que tu veux, c'est être en croissance pour justement, tu sais, que ça vaille la peine. Parce qu'il faut que ton rendement soit quand même élevé pour justifier le fait que tu fais un prêt-levier parce que tu as de l'intérêt quand tu empruntes. Fait que, si tu fais juste 5% de rendement, ça vaut pas la peine, tu comprends? Fait que pour faire 7, 8, 9%, il faut que tu investisses majoritairement en actions. Donc, majoritairement, mettons, dans des titres plus en croissance qui ne versent pas nécessairement des dividendes. Fait que je considère pas que c'est comme une top stratégie. Là. Tu fais ce que tu veux, là, mais comme je te dis, je suis pas fan. Je suis présentement avec Desjardins, gestion de patrimoine. Est-ce que ça serait mieux de monter valeur mobilière 430 000 d'actifs? Ben écoute, en fait, c'est pas compliqué. Quand tu es dans une caisse ou dans une banque et que tu n'as pas 1 million, tu vas avoir accès à du conseil. Ça dépend tout le temps du conseiller, mais souvent, la structure, comment elle est faite, c'est que c'est tout le temps
qu'est-ce que tu as pour ton argent, tu sais. Fait que, si tu vas en valeur mobilité, tu pourrais avoir un très bon conseiller qui est en gestion de patrimoine, puis un qui est moyen en valeur mobilière. Normalement, plus tu as d'argent, plus tu vas pogner comme des conseillers meilleurs, mais dans le fond, faut pas que tu t'attendes à ce que ça soit le Klondike, là, puis le jour, puis la nuit, parce que tu t'en vas comme un step plus haut. Là. C'est pas tout à fait ça. Là. Surtout que avec l'actif que tu dis que t'es pas encore d'un gros client, tu comprends, pour eux autres. Fait que c'est ça. Tu vas avoir un service, on va dire, normal, classique, genre, mais rien comme d'exceptionnel si je me fie à tout ce que j'ai entendu depuis les 12 ans que je fais ça. Est-ce que ça vaut encore la peine de choisir des actions individuelles aujourd'hui? Hey boy! C'est une très bonne question. Je trouve que ça n'a jamais vraiment valu la peine, là, dans le sens que on s'entend. Si tu parles de quelqu'un qui fait vraiment juste du stock picking tout seul, mettons, versus acheter des FNB indiciels, sur le long terme, je veux dire, les statistiques, comme si les stats sont là pour backer, qu'à quel point faire du stock picking, mettons, c'est vraiment tough pour faire mieux que des simples fonds indiciels. Fait que si la majorité de ton argent est dans des FNB indiciels, par exemple, puis que ou dans des fonds ou dans des choses comme juste classiques que tu te casses pas la tête, puis que tu te gardes une partie pour faire du stock picking, là, si tu te gardes, je sais pas, moins de 10-15%, puis tu vas choisir des actions parce que t'aimes, mettons, Couche-Tard ou t'aimes Dollarama, peu importe, puis que là, ça monte pas mal, tu sais, tu peux peut-être, c'est venu comme mettre un peu de piquant dans ta recette, tu comprends? C'est venu comme mettre un petit boost, puis tant mieux si t'as pris des bons stocks, puis tout. Mais quand tu gardes un petit 10-15% ou moins, ben si ça va mal, c'est pas tout ton argent qui est affecté si tu as fait des mauvais pics, tu comprends? Puis la réalité, c'est qu'à long terme, tu sais, c'est sur longtemps, là, c'est 80% des actions qui font pas d'argent, tu sais, que les compagnies vont fermer puis tout. Fait que c'est à peu près juste 20% des compagnies sur le long terme, mettons, qui vont avoir généré de la valeur sur le long terme. Fait que oui, à court terme, tu peux faire des bons coups, mais sur le long terme, ça se rééquilibre tout. Fait que c'est difficile de... dans le fond, les probabilités sont pas de ton bord en partant. Fait que normalement, tu veux pas injecter la majeure partie de ton cash dans quelque chose que les probabilités sont pas de ton bord. Puis là, je parle pour le commun des mortels, parce qu'on s'entend que si t'es Warren Buffett, puis que tu as une expertise, puis que tu lis des états financiers 7-8 heures par jour, OK, oui, ça peut valoir la peine de sélectionner certaines compagnies puis de faire du stock picking, mais même à ça, stock picking, il faut pas mélanger avec trading. Là, Warren Buffett, il choisit des compagnies, il les garde pendant longtemps, puis tu sais, il fait pas du trading, puis il change pas tout le temps. Là. Il achète une fois qu'il juge que la valeur est bonne, puis après, il la garde. Fait que tu sais, faire du stock picking d'actions individuelles dans le but de les garder à long terme parce que tu veux acheter, mettons, des stocks blue chip, qu'on appelle des grosses compagnies que tu juges qui sont solides puis qui vont être encore là dans 10-15 ans puis que c'est bon. Oui, tu peux en mettre une partie si tu veux, mais si tu parles d'actions spéculatives puis tout, tu sais, à long terme, je pense pas que c'est une bonne option. Puis, comme les statistiques le démontrent, de juste pas te casser la tête et garder ça le plus simple possible avec des portefeuilles de fonds indiciels ou des portefeuilles tout en eau, des choses comme ça. Si tu investis pour 10-15 ans et plus, à long terme, c'est le top. Parce qu'on s'entend, tout ce que je dis là, puis tout ce que je parle dans les lives, tu sais, des fonds indiciels, puis des fonds communs, puis des affaires de même, c'est juste quand tu investis à long terme, 10 ans et plus, puis tu peux laisser l'argent travailler. Si tu investis pour 3-4 ans, tu mets pas ça là-dedans. C'est comme si ça plante dans 2 ans puis tu as besoin de ton argent, c'est pas ça. Fait qu'on s'entend, c'est pour du 10 ans et plus minimum. Puis comme je t'ai dit, toutes les statistiques démontrent que prendre des FNB va être indiciel, va être mieux que du stock picking. Mais tu fais ce que tu veux, comme je t'ai dit, puis that's it. Qu'est-ce qui se passe-t-il sur l'ensemble de nos régimes, Réal et gars, si on quitte définitivement le Canada à la retraite? Si tu quittes définitivement, si tu es à la retraite et que tu as tes rentes, techniquement, tu vas toucher tes rentes. Écoute, il faudrait peut-être... Ça, ce serait plus une question pour quelqu'un qui est spécialisé dans comme les affaires étrangères, là, parce que, écoute, pour vrai, j'ai pas rencontré personne qui est parti à la retraite à l'extérieur complètement enlever sa citoyenneté. Là, ça m'est jamais arrivé. Fait que il y aurait de quoi checker là parce que je veux pas. Peut-être qu'il y a des petites choses là, tu sais, des petits détails que je connais pas. Fait que je veux pas te dire n'importe quoi. Donc, faudrait que tu vérifies avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, dans ce genre
de questions-là. Fait que c'est ça. Là-dessus, je vais m'abstenir de répondre parce que j'ai pas vu de cas là-dessus comme quelqu'un qui s'en va rendu à la retraite quand tout est déclenché, mettons, comme je vais pas mal te répondre. Salut, à 63 ans, qu'est-ce que tu penses de tout mettre dans XQT? Écoute, je peux pas répondre à, tu sais, premièrement, on s'entend, tout ce que je dis, c'est tout le temps éducatif, donc dans le sens que les gens font leur propre recherche, puis après ça, ils décident qu'est-ce qui est bon pour eux autres. Moi, je suis juste là pour dire, voici qu'est-ce qui existe, puis voici comment ça fonctionne, puis après, ben, les gens décident si c'est des bonnes options qui peuvent être intéressantes pour eux après avoir fait leur propre recherche, mais, tu sais, exécuter, c'est parce que c'est pas le fait que tu as 63 ans, c'est le fait de dans combien de temps tu vas toucher ton argent. Si tu mets tout dans exécuter et que tu as un horizon de placement de 3 ans, c'est pas bon. S'il arrive une récession dans 2 ans, tu manges toute une go. Si tu me dis j'ai besoin de mon argent juste dans 20 ans parce que j'ai un gros fonds de pension puis c'est juste ça que je vais toucher pour ma retraite puis c'est juste ça que j'ai besoin de vivre puis genre avec ça, je me considère que je suis bien correct puis que tu as 200-300 000 que tu veux placer dans exécuter puis c'est pour laisser en héritage à tes enfants quand tu vas décéder puis que tu penses que ça va peut-être être dans 20-30 ans, mettons que tu te mets une espérance de vie de 90. Ben, OK, oui, tu peux mettre tout dans exécuter. Tu sais, ça dépend vraiment de ta situation puis de plein de facteurs. Fait que je peux pas te répondre à ça. Dans une option, oui, ça pourrait être bon. Dans une autre option, si tu as besoin de tes revenus à la retraite, ce qui doit probablement être le cas si je me fie que majoritairement du temps, les gens vont vouloir commencer à toucher à leur argent dans la soixantaine, ben là, mettre all-in exécuté, je pense pas que c'est une très bonne option si tu es en mode décaissement, parce que là, si ça drop pas mal, tu vas être en train de vendre pendant que ça baisse. C'est pas l'idéal. Fait que ça serait vraiment une question à poser comme un planificateur financier ou quelqu'un qui travaille dans le domaine puis qui va pouvoir regarder ton dossier dans l'ensemble avec toi puis regarder tout ça. Là. Tu peux pas répondre à ça avec aussi peu d'informations. Mais je pense que all-in exécuté si tu as besoin de tes revenus à ta retraite puis que tu vas commencer à décaisser dans pas longtemps, non, ça ne serait pas probablement optimal puis une bonne idée vu que tu n'as pas assez un horizon de placement qui est long en avant de toi, puis tu seras pas capable de te rattraper dans les années que ça va planter. Fait que, tu sais, c'est comme que je disais, il faut que tu aies au moins 10 ans et plus en avant de toi pour dire que ça vaut la peine. Ça sera pas long, je vais re-updater les questions. Pas long, ça l'autre. OK, je suis rendu là. Bon. J'étais où t'as peu? Ça c'est beau, ça c'est beau. OK. Je t'oublie pas pour notre appel. Parfait, Alex. C'est bon. On s'en reparle. Allô Fred, j'ai pas de questions, juste un grand merci pour ton travail d'éducation populaire. C'est extrêmement précieux et important ce que tu fais, surtout très rare dans le monde des finances. Ben merci beaucoup. J'apprécie vraiment ce que tu viens de dire là. C'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte que le plus de gens possible évitent le fameux avoir su plus tard dans leur vie. Fait que tout ce que je fais, c'est dans cette optique-là. Je veux juste aider les gens à vivre leur best life. C'est tout. Puis je le sais que ça passe par une certaine forme de liberté financière pour justement pas être condamné à pas avoir de choix puis être limité. Fait que quand tu as une liberté financière, ça te permet justement d'avoir le contrôle plus, puis de vivre vraiment ta best life, puis de focusser ton temps puis ton énergie sur ce qui est important pour toi. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'aider le plus de monde possible à atteindre ça, parce que je le vois à chaque fois que je rencontre des clients qui sont dans cette situation-là, je veux dire, toute leur vie va bien, là, la grande majorité, puis ils vivent leur best life carrément. Fait que c'est juste ça que j'essaie de faire. Ben, merci, j'apprécie vraiment. Merci beaucoup.